grand dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Halud Mauni. Cheniberi. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Toutes nos excuses pour ce démarrage tardif. Indépendant donc de notre volonté, nous sommes donc mardi 19 mai 2015. Bienvenue à cette émission et merci de nous recevoir chez vous à travers nos 20 stations partenaires pour retransmettre donc cette émission en direct. Nous sommes aujourd'hui sur les traces donc de l'immigration et le Mali qui adopte donc une nouvelle politique. Le Mali table sur le développement pour limiter les départs des migrants vers les destinations que l'on connaît. Aujourd'hui, nous avons comme invité Boulaye Keïta, conseiller technique au ministère des Maliens de l'extérieur, Amédi Diarra, pour l'instant président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, et Alassane Diko est en cours de route pour nous rejoindre. Merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé, Péting Diarra est à la mise en onde. Studio Tamani. Le Mali table donc sur le développement pour limiter les départs de migrants vers les destinations que l'on connaît. L'objectif principal de cette politique, une meilleure gestion de la migration afin qu'elle contribue à la réduction de la pauvreté et au développement durable donc, du pays. Il s'agit en clair de mener des actions suivantes: la protection et la sécurisation des migrants, l'organisation et la facilitation de la migration légale, une meilleure réinsertion donc des migrants de retour, la valorisation des capacités des diasporas au développement du Mali et tant d'autres mesures. Alors, nous allons voir avec vous, Boulaye Keïta, vous êtes conseiller technique au ministère des Maliens de l'extérieur. Dites-nous aujourd'hui quelles sont ces mesures que la nouvelle politique du gouvernement entend mettre en place. Merci beaucoup. Une fois de plus, merci au studio Tamani de nous donner l'occasion encore d'échanger sur la migration au Mali. Effectivement, je l'avais annoncé ici une fois. Au mois de septembre 2014, le gouvernement avait adopté la politique nationale de migration. Et aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de faire le lancement officiel. Le ministre des Maliens de l'extérieur a procédé au lancement officiel de cette politique nationale sur la migration. La politique nationale de migration a deux volets essentiels. On a dit quelque part, compte tenu de l'importance de la communauté malienne à l'étranger et qui apporte énormément de ressources au pays, en 2012, 431 milliards, ce qui a été chiffré par des canaux officiels. Mais bon, tout ce qui passe par l'informel, c'est aussi important, il y en a beaucoup plus. Et aussi, en tenant compte vraiment de la nature de la question, à ce moment, il y a énormément de drames liés au phénomène de migration irrégulière. La politique nationale de migration a été élaborée dans le sens de pouvoir accompagner les migrants porteurs de projets, d'une part, mais en même temps de pouvoir initier des projets de développement dans les localités de départ afin de réduire les drames liés au phénomène de la migration irrégulière. Donc cette politique a été lancée aujourd'hui en présence de l'ensemble des partenaires en charge de la question. Et le ministère des Maliens de l'extérieur compte une fois de plus sur les médias pour la promotion de cette politique. Nous sommes donc au premier rang donc, de cette sensibilisation. Alors, Amédi Diarra, vous êtes président du Haut Conseil des Maliens de France. Aujourd'hui, le Mali bouge. On peut dire, après la mobilisation de l'Union européenne pour accueillir les migrants, est-ce que c'est un coup de départ ici au Mali pour la concrétisation des actions? Merci au studio Tamani, fidèle effectivement à cette tradition de véhiculer l'information. La politique nationale migratoire que le ministère des Maliens de l'extérieur vient d'élaborer et dont le lancement a eu lieu était une nécessité. C'est quelque chose que nous attendions depuis très longtemps. Aujourd'hui, un pays comme le Mali, avec une forte potentialité d'émigration, doit au minimum se doter de cet outil-là pour essayer de voir dans les années qui viennent comment gérer ce phénomène. Le gérer ne signifie pas supprimer l'immigration. Tant qu'il y aura des hommes, il y aura l'immigration. Le gérer, c'est
concevoir des politiques qui permettent que ceux qui partent dans de bonnes conditions, ou en tous les cas le maximum possible dans de bonnes conditions. Ceux qui reviennent soient bien accueillis. Ceux qui sont là-bas, qui restent, ils aient davantage de liens avec la mère patrie. Alors, l'Europe, aujourd'hui, intervient. Elle intervient, elle va au-delà de là où elle y était, la flotte, la marine européenne va au-delà de là où elle allait, mais il y a toujours un grand point d'interrogation. On voit là-bas, est-ce que c'est pour sauver les vies ou c'est pour faire peur aux trafiquants seulement qui, eux, n'ont peur de rien parce qu'il ne reste pas grand-chose et ils ne rentrent pas dans les bateaux. Donc voilà, c'est un grand point d'interrogation. Il faut que l'Europe clarifie sa position, prenne une position claire par rapport à ce phénomène-là. C'est vrai, personne n'est d'accord qu'on surcharge les bateaux qui ne sont même pas destinés à transporter des humains. De transport. Bon, mais une autre chose, c'est de faire en sorte que les gens ne meurent pas, qu'on les accueille, qu'on les sauve. Non pas faire peur qui peut-être même va contribuer à faire chavirer des bateaux. Ce n'est pas encore arrivé, mais voilà, cette clarification est nécessaire. D'accord. Merci beaucoup, Amédi Diarra. Je rappelle que vous êtes le président du Haut Conseil des Maliens de France. Nous avons Alassane Diko, ici avec nous, de l'association malienne des expulsés. Alors, cette politique du gouvernement prend en compte également une meilleure réinsertion des migrants de retour. Pensez-vous que cette politique puisse convenablement convenir aux expulsés, M. Diko? Je remercie le studio Talonu de nous donner encore une fois l'opportunité, n'est-ce pas, de partager nos observations. Nous venons d'assister à une cérémonie officielle, très bien organisée, il faut le dire, qui nous a satisfaits. Et dans le fond, c'est-à-dire que sur la PONAM elle-même, nous trouvons que c'est une politique, une volonté honorable. Et je retiens le mot honorable parce que pour nous, c'est une reconnaissance de la valeur des acteurs de la mobilité pour le Mali. Et au-delà, en relevant un peu les points d'interrogation soulevés par M. Mamadi, qui est aussi un acteur de la mobilité, il faut prendre les choses selon leurs enjeux. Donc, pour nous, cette politique nationale, nous l'attendions depuis 3 ans, 3-4 ans. Nous avons même, de façon très active, participé aux différentes commissions avec l'opportunité que le ministère nous a offert et le CIGEM aussi, de pouvoir participer à l'élaboration des stratégies. Donc, nous nous retrouvons complètement, n'est-ce pas, dans ce document présenté. Mais il y a ce qu'on appelle les passifs et les actifs qui ne sont pas très clairement définis. Je m'explique bien, comme je dis, à la suite des interrogations portées par M. Mamadi, c'est qu'actuellement, cette politique est honorable, bien sûr. Elle met en évidence toute l'importance que le gouvernement va donner à la question des migrations, oui. Mais que faisons-nous, n'est-ce pas, du passif des sans-papiers qui sont actuellement dans la lutte et pour recouvrer leurs droits? C'est-à-dire, voilà, est-ce que directement, comme ça, on ne voit pas apparaître la prise en compte de ce passif? Et je parle d'un passif parce que c'est un enjeu qui court sur le Mali, entre, par exemple, nos relations avec la France depuis 2008-2009, à la suite, n'est-ce pas, de tous les blocages qu'il y a eu sur l'accord, les négociations de l'accord. Donc, que faisons-nous? Quelle prise en compte dans cette politique, dans sa mise en œuvre, quelle prise en compte pour ces sans-papiers qui sont plus d'une centaine de milliers de personnes, de Maliens, qui sont en lutte actuellement, qui sont en demande de leurs droits. Et ensuite, quelle place ou quelle réponse concrète, cette fois-ci, pouvons-nous donner à ce stock actif de Maliens qui forment la pression au bord de la Méditerranée? D'accord. Voilà. Est-ce que ces questions sont prises en compte, qui sont actuelles, qui sont des défis
qui ne sont pas au-delà des enjeux, c'est des défis concrets. Je pense que votre voisin direct a pris note donc de vos observations et apportera les réponses idoines donc pour vos préoccupations. Alors parmi donc les actions que j'ai citées, il y a la protection et la sécurisation des migrants. Comment est-ce que le gouvernement du Mali entend protéger et sécuriser les migrants qui, pour la plupart, échouent en mer? Bon, la protection et la sécurisation des Maliens de l'extérieur, déjà, vous savez, le Mali, c'est un pays où les gens y partent beaucoup et puis dans tous les sens. Par contre, le Mali a élaboré des politiques, des conventions, le Mali a des conventions et puis des traités avec énormément de pays en la matière. Mais de la pratique, on se rend compte que c'est des conventions, c'est des traités qui ne sont pas appliqués, où les gens prennent des mesures comme ils veulent. Et nous, désormais, c'est d'être vigilants sur la question. Avec cette politique, nous allons disposer des moyens financiers pour aller encore vers les pays de destination des Maliens et renégocier ces conventions et traités. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, on sait que les Maliens de l'extérieur, ils investissent beaucoup dans le pays-là. Mais on se rend compte que les investissements, souvent, ne sont pas sécurisés. Ils ne sont pas sécurisés et c'est quand même un frein à l'investissement de la diaspora. C'est de trouver les moyens, les mécanismes pour que désormais l'État trouve les moyens de mettre en place une sorte d'assurance, par exemple, pour l'investissement de la migration. Et sécuriser aussi les migrants, c'est préparer le voyage à l'étranger. Si le voyage est préparé déjà au départ, c'est d'organiser la migration légale et on arrive dans un pays avec toute la documentation nécessaire, tous les critères remplis et généralement ça marche. Sécuriser les migrants, quelque part pour nous, c'est de trouver les moyens de réduire, si on ne peut pas éliminer, la migration irrégulière. Donc il y a tout un ensemble de dispositifs, c'est un volet important de cette politique nationale de migration aujourd'hui. C'est une question essentielle, donc c'est l'axe 1 même de la politique nationale de migration. Une petite pause et nous nous retrouvons. Merci beaucoup Boulaye Keïta, je vous redonnerai la parole une fois de retour, donc de la pause. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, notre compte Facebook, notre compte Twitter et notre page Facebook sont donc à votre disposition pour d'éventuelles réactions face à ce que vous entendez depuis 17h cet après-midi. Début donc des programmes du Studio Tamani et nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Alors le Mali qui table sur le développement pour limiter les départs des migrants vers les destinations que sont l'Europe et ailleurs sur les autres continents ou bien même en Afrique. Ici, alors le développement comme base pour limiter les départs. Alors Amédi Diarra, vous êtes président du Haut Conseil des Maliens de France. Aujourd'hui, le Mali égrène un chapelet de mesures visant le développement pour limiter les départs. Est-ce que vous pensez que c'est des réponses adéquates pour limiter les départs? Beaucoup de réponses qui sont contenues dans ce document de politique nationale de migration sont des réponses effectivement qui conviennent. N'est pas censé répondre à tous les mots, mais à un certain nombre. Il y a, tout à l'heure, vous avez posé la question comment sécuriser. Dans le mot sécuriser, il y a la sécurité. La sécurité, c'est surtout quand les femmes et les hommes sont capables d'identifier à l'instant T des mots qui les concernent. Et eux-mêmes, d'ailleurs, le mieux, c'est que la migration soit le plus organisée possible et prenne en main ces questions-là. Parce que le tout État n'existe plus. Il n'y a pas de domaine où l'État peut tout faire. Il n'y a pas d'État qui peut résoudre tous les problèmes des citoyens. Donc, il faut que les citoyens soient responsabilisés. C'est le propre du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur et ses démembrements dans tous les pays. Alors, pour cela, il faut que les moyens soient donnés au Conseil dans les pays d'immigration et au niveau national. Alors, quand j'ai dit moyens, vous me direz, bon, est-ce que c'est pour voyager? Non. Aujourd'hui, il faut d'abord que les gens soient en mesure, lorsque les problèmes se posent, d'intervenir.
et qu'il y ait un cadre qui leur permette d'intervenir sans aller, si vous voulez, déranger le ministre. Puisque une fois qu'on est allé voir le ministre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut que ça puisse avoir lieu, que quelqu'un qui a des problèmes avec la justice saisisse la justice, épuise toutes les voies possibles, mais pour les épuiser, il faut qu'elles existent, les voies. Il faut qu'on sache que ces voies existent. Donc voilà un des moyens avec lesquels les structures peuvent travailler de manière judicieuse et parvenir à des résultats. Le second moyen, c'est qu'aujourd'hui, la migration draine des milliards, on l'a vu dans ce document, officiellement 431 milliards en 2012. Les canaux officiels, on ne compte pas les canaux officieux. Comment un pan comme ça de la société qui apporte tant à la communauté nationale, on ne peut pas, dans l'élaboration des budgets publics, pourquoi on ne voterait pas un budget pour le fonctionnement du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur? Et même, pourquoi pas, pour un certain nombre de démembrements. Ça existe dans des pays. Pour que les institutions fonctionnent, il faut leur donner les moyens. Sinon, après, c'est la triche, c'est le démerdard, voilà, on rentre dans la corruption et désormais, la voie ne vaut plus rien. Donc, il faut aller dans cette direction pour assurer davantage la sécurité des Maliens de l'extérieur qui n'auront pas besoin d'importuner le ministre à chaque fois qu'il y a un problème. D'accord. Alors, Alassane Diko, vous êtes de l'Association malienne des expulsés. Aujourd'hui, quelles sont les réponses concrètes de cette politique nationale de la migration que le gouvernement va donc mettre en place? Nous nous réjouissons de... C'est des observations sur un document. Il reste maintenant dans l'application, voir comment ça suit. Et nous sommes certains quand même, Inch'Allah, d'être aux premières loges pour suivre cette mise en œuvre. Maintenant, pour revenir aux acquis immédiats, nous savons qu'il y a des dispositions très concrètes là-dedans qui parlent de mutualiser les ressources au niveau des différents ministères. Parce que la question ne concerne pas seulement le ministère des Maliens de l'extérieur. Donc, il y a d'autres ministères qui sont impliqués, qui sont concernés. Il y a des départements techniques qui sont bien impliqués dans des différents axes de migration, tels que le ministère de l'Emploi et d'autres départements qui sont effectivement appelés à consolider ces réponses. Donc, il y a les synergies qui s'opèrent et qui sont évidentes. Enfin, dans le tracé, structurellement, nous pensons que ça peut aller mieux à partir du moment où nous nous attelons tous. Et justement, le ministre nous appelle tous, c'est-à-dire nous de la société civile, tous les acteurs impliqués, à pouvoir, n'est-ce pas, pousser ensemble. C'est une politique nationale, c'est la politique de notre pays. Nous sommes satisfaits à partir de maintenant de nous emparer de cette politique et d'installer nos interventions selon les canevas inscrits. Et en l'occurrence, il n'y a pas vraiment effectivement grande chose pour nous. C'est-à-dire pour nous, les migrants de retour involontaires. Vous avez des centaines de chapitres, mais il n'y a qu'un paragraphe de peut-être 10 phrases et de 15 à 20 lignes qui concernent seulement les migrants de retour involontaires. Et je vous assure que les migrants de retour involontaires sont 10 fois plus nombreux que les migrants de retour volontaires et ça constitue une composante, un pan entier de la société active actuellement. Étant actif à l'extérieur avec un apport de plus de 431 milliards en une année, ce sont ces mêmes. Parce que c'est ça la vérité qu'il faut dire aux Maliens. Qu'ils soient avec papier ou sans papier, lorsqu'on parle de la diaspora et des remittances et de ce qui revient au pays, c'est tout le monde. Et même en majorité les sans-papiers. D'accord. Alors, voilà. Parmi donc les... Quand ils reviennent expulsés, je pense qu'il y a lieu de structurer le plus rapidement possible quelque chose de visible. Quelque chose de visible parce que la rupture du projet migratoire, c'est aussi la rupture de toutes ces statistiques. Et lorsque la personne revient, il y a un impact social. Merci beaucoup, Alassane Diko. Je rappelle que vous êtes membre de l'association malienne des expulsés. Alors, Boulaye Keïta, vous êtes
au ministère des Maliens de l'extérieur. Parmi les actions donc, de ce programme, de cette politique nationale de la migration, il y a l'organisation et la facilitation de la migration légale. Aujourd'hui, est-ce que ce tabou qu'est le combat des filières migratoires, les filières mafieuses aujourd'hui, c'est un véritable tabou au Mali, personne n'ose en parler. Est-ce que le gouvernement entend s'attaquer à ce chantier? Moi, je pense qu'aujourd'hui, aucun État sérieux au monde ne pourra fermer les yeux complètement sur les drames de la migration irrégulière. Ça fait un mois exactement que le Mali a perdu près de 200 jeunes. 184 qu'on a pu identifier, qui ont été déclarés par départ. Est-ce que vous pensez que l'État doit fermer les yeux là-dessus? Moi, je pense que déjà le Mali a pris un peu de l'avance. En 2012, une loi a été votée à l'Assemblée nationale pour criminaliser cette pratique. Et aujourd'hui, la mise en œuvre, la mise en application de cette loi, c'est une priorité pour l'ensemble des acteurs. Aussi bien pour le ministère des Maliens de l'extérieur qui est préoccupé, comme d'ailleurs toutes les hautes autorités de ce pays, par ces questions. Mais pour nous, ce n'est pas un tabou. Il faut combattre ces réseaux-là. Ce sont des criminels. Keïta, permettez-moi d'insister. Le Mali reste jusque-là dans les annonces. Il n'y a aucune action concrète sur le terrain. Est-ce que le Mali va s'attaquer à ces filières mafieuses? Moi, je vous dis, aujourd'hui, ici, le Mali va s'attaquer et c'est-à-dire qu'on ne peut pas contourner ça. On ne peut pas laisser les jeunes aller mourir parce que les gens les mandent, parce que les gens les embarquent, parce que les gens vivent des revenus ici vraiment de ce trafic-là, d'êtres humains. Le Mali ne peut pas fermer les yeux. Et des mesures sont déjà prises. Des mesures sont déjà prises et qui vont être opérationnelles très bientôt. Et tous les départements ministériels impliqués dans la mise en œuvre, dans la mise en application de cette loi sont aujourd'hui. Il y a eu des échanges. Et ces ministres, il n'y a pas longtemps encore, il y a 2 ou 3 semaines, une conférence de presse a eu lieu où le DIF, notamment le ministère de la Justice qui est concerné, parce qu'une affaire juridique quand même, c'est le ministère de la Justice qui est concerné en premier, qui s'engage vraiment à mettre en application cette loi-là. Donc des gens qui seront arrêtés. On sait que les réseaux criminels existent depuis nos villages, en passant par Bamako, jusqu'au bord de la Méditerranée. Et là, le Mali jouera pleinement son rôle. On ne peut pas laisser nos jeunes aller mourir, parce qu'il y a des gens qui vivent des revenus issus de cette activité-là. D'accord. Alors, je me tourne vers Amédi Diarra. Amédi Diarra, vous êtes le président du Haut Conseil des Maliens de France. Aujourd'hui, cette question que Boulaye Keïta ne veut pas tabou, c'est quand même tabou. Cette lutte contre l'immigration au Mali, certains jeunes disent, vous qui dites ne partez pas, vous êtes pourtant en Europe et vous nous demandez de ne pas partir. Alors, quelle réponse est-ce qu'on peut apporter à des jeunes qui ne pensent qu'à ça? Non, ce n'est plus tabou de dire aux gens ne passez pas par les routes de la mort. Ce n'est plus tabou. Ce n'est plus tabou parce que les jeunes, les rescapés, ils arrivent traumatisés. Quand on les rencontre, on ne peut pas structurer des discussions, on ne peut pas avoir des discussions structurées avec eux pendant des mois. Eux-mêmes le disent. Donc, parce que je suis dedans, eh ben je n'ai plus les moyens de reculer. Maintenant, mon objectif ou ma prière, c'est d'arriver à l'autre bout. D'accord. Voilà. Alors, vous parlez des circuits irréguliers. Alors, aujourd'hui, quand on dit dans ce programme national, dans cette politique nationale que l'État va mettre en place, il y est dit l'organisation et la facilitation de la migration légale. Est-il possible aujourd'hui pour les Africains d'immigrer de façon légale? Alors, ça, je crois que c'est le nerf de la guerre. Pour que l'immigration légale soit le plus développée possible, il faut qu'il y ait des accords avec les États du Nord. Beaucoup de pays sont réticents. Beaucoup de pays du Nord, l'Europe, les Amériques, sont réticentes à mettre en place une politique qui ne soit pas celle des quotas ou celle de je ne sais pas quoi. Alors, pourquoi on est en face de cette situation dramatique? Vous regardez les ambassades, les différentes ambassades qui sont ici à Bamako, l'accueil immense. Peut-être sur 100 demandeurs, vous avez 3 à 4 qui sont admis. Les gens font comme ça 1 an. Il existe. Moi, j'ai vu des personnes qui ont mis 1 an et demi, se sont découragées, sont partis. Certaines de ces gens, parmi elles, sont allés
par le biais donc, des routes de la mort. Ils ont échappé à la mort. Eh bien, ils ont dit... Parce qu'ils se sont vus refuser le visa. Voilà, on aurait dû passer par là. Mais oui, ils le pensent que si ils étaient déjà passés par là, ils seraient en Europe, ils seraient en train de travailler. Donc, l'attitude des pays occidentaux aussi est coupable. Il faut le dire. Aujourd'hui, on ne peut pas se barricader. Quand on ne peut pas, l'Europe ne veut pas se barricader pour faire circuler sa marchandise. Eh bien, comment elle veut se barricader pour contenir la misère? Parce que quelque part, cette même politique de l'Europe vis-à-vis des autres pays est la source d'un certain nombre de problèmes. Je ne dis pas tous les problèmes, mais d'un certain nombre de problèmes auxquels la jeunesse est aujourd'hui confrontée. D'accord. Alors, merci beaucoup Amédi Diarra. Vous êtes donc le président du Haut Conseil des Maliens de France. Alassane Dicko, juste en 2 mots, est-ce qu'avec cette crainte que certains pays européens ont aujourd'hui et ce refus du quota que l'Union entend imposer à ses pays membres, est-ce qu'il faut craindre face à ça d'autres expulsions, d'autres vagues d'expulsions de migrants vers les pays de départ? Tout à fait. Tout à fait. Et la plus grande partie, ceux qui vivent en France le connaissent bien. Lorsqu'on expulse quelqu'un, on a des déterminants pour expulser un individu vers son pays d'origine. D'abord, il faut déterminer de quel pays il est. Donc, il faut une ambassade pour donner un laissez-passer. Mais la plupart du temps, quels sont les arguments que les Européens prennent en général? Non seulement la France, mais d'autres pays. Nous avons fait des dons de ce type à votre pays pour ceci, cela, allez-y. Même votre gouvernement a dit qu'il y a du travail et ceci, ça. Voilà, c'est des paroles, c'est des propos qui renforcent... Ça, c'est des échanges entre CRS peut-être et... Voilà, mais les réalités sont là qu'on ne peut pas expulser quelqu'un sans l'avis des autorités de son pays. Et voilà, ça c'est d'un. Mais de deux, comment fait partie quelqu'un là-bas? C'est là la question exacte. Est-ce que la migration légale va vraiment amortir ou empêcher ces départs aléatoires? Je ne reviens pas sur les causes de ces... Nous appelons ça, c'est le processus de contournement. Si les gens ont le visa et que les gens peuvent moyennement aller se déplacer, aller et venir, je pense que beaucoup de gens ne vont pas se mettre dans ce risque-là. Je vais seulement vous rappeler 2 points. Un, dans cette histoire, on peut dire, de migration légale, c'est du pipeau. Si c'est du pipeau, gardez le en deuxième Europe, point. Nous allons les gens en n'ont pause pas de et travail. nous reviendrons. Vous allez nous évoquer le deuxième point. Quelques secondes de pause et nous nous retrouvons pour la suite de cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani, c'est aussi notre site web www.studiotamani en un seul mot.org où vous pouvez réécouter cette émission ou tout simplement revenir sur nos différentes productions qui sont stockées donc sur notre site web. Alors aujourd'hui, nous réfléchissons sur la nouvelle politique que l'État malien entend donc mettre en place, une politique qui table donc sur le développement avec 8 objectifs donc à son actif. Alors Alassane Dicko, vous êtes de l'association malienne des expulsés. Vous aviez la parole, je vous le donne, pour d'autres explications par rapport à ce que vous développez. Oui, il y a un précédent. Nous encourageons la migration légale. Les tendances ont changé. Il est clair que la facilité de faire partie des migrants, des travailleurs saisonniers, des travailleurs migrants, aller travailler et revenir, ce serait vraiment l'idéal. Mais la problématique est que où iront-ils travailler? L'Europe est en déclin de travail. Les entreprises ferment, les usines ferment par milliers, n'est-ce pas? Ils sont délocalisés, il y a des chômeurs en Europe. Et d'un autre côté, il est vrai que leur démographie est vieillissante, qu'ils ont besoin de main-d'œuvre, mais l'Afrique n'est pas leur source d'approvisionnement premier. Et ce qui est essentiel pour constituer un bon facteur de migration légale, c'est qu'il y ait de la ressource à exporter. Et 90%, je peux dire même plus, de nos migrants qui viennent des zones rurales, mais ils ne connaissent autre manipulation que la daba. Quelle expertise ou quelle chose ils vont faire. Le document parle bien de ça, il est clair. Si je peux vous résumer, c'est que la masse critique aujourd'hui, qui est la masse de migrants qui va vers l'Europe, est constituée en grande partie d'analphabètes. Oui,
Oui, bon, ce n'est pas, si je ne dis pas l'affirmatif, nous n'avons pas fait d'études concrètes. Le représentant du ministère mais aussi il est clair que nous allons lui savons poser que la question. majorité de nos migrants viennent des zones rurales et bon, et que forcément, par rapport au prorata des expulsés que nous recevons et sur nos fiches signalétiques, mais un grand nombre n'ont pas été à l'école. Ils ne sont pas alphabétisés. Donc, quelles ressources apporter? Cette façon donc d'organiser et de faciliter la migration légale au Boulaye Keïta, comment est-ce que l'État malien entend mettre cela en place? D'accord. En fait, ce que je voudrais dire, M. Duko a décrit le décor. Nous sommes dans un monde de crise. Et je pense que quelque part, c'est aussi à nos États de prendre leurs responsabilités. Si L'État que vous représentez? C'est bien sûr ça. Les responsabilités de l'État, c'est quoi? C'est d'organiser cette migration-là. Et d'organiser comment? C'est former les gens, les informer de ce qui les attendent à l'arrivée. Il a dit quelque part, il y a 20 ans, il y a 30 ans, vous quittez votre village 2 jours, 3 jours, vous partez en France et le lendemain, une semaine après, vous avez du boulot. Et vous avez du boulot jusqu'à la retraite. Aujourd'hui, vous allez trouver des jeunes diplômés français qui nettoient dans les rues. Ce qui n'était pas le cas il y a 20-30 ans. Est-ce que vous pensez que ce cousin qui va quitter le village aujourd'hui se retrouver à Paris, est-ce que c'est demain qu'il va avoir du boulot? Sans bagage intellectuel. Sans bagage intellectuel ni rien d'autre. Mais il y a tous les secteurs dont les Africains occupés par le passé. Aujourd'hui, c'est des secteurs qui sont occupés par des nationaux dans ces pays-là. Mais on se dit quand même qu'il y a des expériences qu'il faut toujours tenter où un certain nombre de pays restent ouverts. C'est notamment les Espagnols, c'est des activités agricoles. Alors, nous c'est d'aller encore à la rencontre avec les partenaires espagnols. Souvent même, c'est le Maroc qui demande. En milieu rural, ils n'ont pratiquement personne pour les activités. Et le Mali pourra servir, par exemple, un pays comme le Maroc dans ce sens-là. Donc, sans pour autant aller en Europe. Le Maroc, si on a un emploi là-bas qui nous permet de vivre dignement, c'est comme au Mali. Le Maroc qui est considéré comme un pays de transit. Un pays de transit. Alors, Boulaye Keïta, est-ce que avec cette nouvelle politique, le Mali entend durcir les conditions d'obtention donc des documents de voyage? On sait qu'il y a beaucoup de corruption dans ce domaine. Durcir pour nos compatriotes, non, mais les conditions d'élaboration. C'est-à-dire que le Mali ne doit pas donner ces documents administratifs à n'importe qui. Ça nuit énormément, non seulement à l'image du pays, mais à l'image de nos compatriotes aussi vivant à l'étranger. Et donc, l'élaboration vraiment, ou l'obtention de documents administratifs va être contrôlée. Et je pense que d'ailleurs, des mesures sont engagées dans ce sens-là aujourd'hui. Ce n'est pas comme avant, le matin ou le soir, vous avez votre passeport et puis là, c'est des investigations. Comprendre réellement est-ce que vous êtes des Maliens. D'accord. Alors, voilà. Merci beaucoup, Boulaye Keïta. Je rappelle que vous êtes conseiller technique au ministère des Maliens de l'Extérieur. Alors, Amédi Diarra, vous êtes président du Haut Conseil des Maliens de France. Nous restons sur ce volet que nous étions en train de développer avec Boulaye Keïta, l'obtention de papiers de manière frauduleuse aujourd'hui. Est-ce que les Maliens de France souffrent de cette pratique, sachant que certains migrants disent appartenir au Mali alors qu'il n'en est rien? Vous savez, je considère ça comme un problème, mais l'essentiel du problème ne réside pas là. Puisque la plupart des gens qui se sont trouvés dans les routes, sur les routes de la mort, ils n'ont pas de passeport. Hein. Ils n'en ont pas besoin. Parce que c'est même un risque d'avoir un papier sur soi. Parce qu'on peut être refoulé après. On peut être refoulé. Donc, il n'y a pas de cause à effet par rapport à ça. L'autre volet, l'autre cas, c'est que les migrants qui sont établis de manière régulière, qui ont besoin de documents, aujourd'hui n'ont pas ces documents. Eh bien, on a organisé la pénurie au niveau du Mali. Ça, il faut le dire. La pénurie est organisée au niveau du Mali. On ne sait pas à quel niveau. Jusqu'à maintenant, quand on pose la question au ministre de l'Intérieur, il dit chez moi, bon, il n'y a pas de problème, alors que dans les consulats et ailleurs, d'ailleurs, les consulats n'ont pas les moyens de délivrer des passeports. Donc, quand vous dites pénurie, les Maliens qui sont établis dans ce pays-là, les Maliens qui sont établis à l'extérieur, particulièrement en France, les gens peuvent rester 3 mois, 6 mois sans passeport. Or, qui n'a pas de passeport en France, lors du renouvellement de sa carte de séjour, perd sa carte de séjour. Lorsqu'il perdra sa carte de séjour, perd ses droits. Ce sont ces enfants qui perdent leurs droits à l'école, etc., etc. Donc aujourd'hui, ce n'est pas l'immigration irrégulière
qui pose ce problème, c'est plutôt l'État, au niveau de l'État que ce problème se pose. Et la migration, ceux qui vont sur les routes de la mort, n'ont pas besoin de papier. Donc ce n'est pas contre eux qu'on fait ça. Alors, l'État veut réagir. Oui, ce que je voudrais dire à mon cher ami Amédi, c'est qu'il y a un certain nombre de pratiques au sein de notre communauté qu'il faudra aussi se dire vraiment ces vérités-là. Quelles sont ces pratiques? Il n'est pas rare de voir des Maliens qui ont 2, 3, 4 passeports. Voilà. Vous imaginez par exemple un Malien en Chine. Qui doit contrôler cela? Mais qui doit contrôler? Effectivement, je suis tout à fait d'accord que c'est l'État qui doit contrôler. Mais ça, c'est aussi une réalité. Des Maliens qui ont 2, 3, 4 passeports, ça crée du coup la pénurie. Un Malien en Chine, il a un visa d'ENA, au lieu de sortir tout de suite et prendre un autre visa, et il trouve les moyens de se procurer de notre passeport. Ça crée des pénuries de passeports. Mais là, je pense qu'aujourd'hui, c'est clair. Il y a énormément d'efforts qui sont en cours et depuis un certain temps, depuis 1 mois, 2 mois maintenant, pour améliorer. Et là, je vais vous dire quelque chose à midi. Au niveau du ministère des Maliens de l'extérieur, il y a un service essentiellement dédié au problème des passeports des Maliens à l'étranger. En moyenne, c'est 500 passeports par semaine pour les Maliens de l'extérieur qui est délivré par ce service-là. Tous les samedis, les services des frontières s'occupent que des demandes des Maliens de l'extérieur, à moins de 500. Vous imaginez, ça fait combien dans l'année? C'est beaucoup. Je peux comprendre qu'il y a des problèmes, mais vraiment, il y a des efforts, de gros efforts qui sont faits dans ce sens-là. Mais maintenant, si on veut faire autre chose avec ce document-là, nous attirons l'attention, la vigilance. C'est que les pratiques de notre propre communauté par rapport à ça, je pense qu'il faudra revoir aussi des choses dans ce sens-là. Si on a un passeport, attendons l'expiration de ce passeport avant de faire une autre demande. Amédi Diarra, président du Haut Conseil des Maliens de France, n'est pas d'accord. Alors, ce n'est pas que je ne suis pas d'accord que un Malien ait 2, 3, 4 passeports. Vous prenez en Chine, il y a combien de Maliens? Peut-être 20 000 Maliens. 20 000 Maliens. Allons-y, que les 20 000 Maliens aient besoin chacun de 2 passeports. C'est quoi? 20 000 Maliens, 2 passeports chacun, et les millions de Maliens sont privés de passeports. C'est pas possible. 1. De 2, il est anormal que ce soit le ministère des Maliens de l'extérieur qui s'occupe de monter la vigilance pour que les Maliens de l'extérieur aient leur passeport. Ce que fait le ministère des Maliens est extraordinaire. Nous, on ne peut pas se satisfaire de cela parce que l'État, les autres ministères de l'État ne font pas leur boulot. Donc, c'est quelque part un dysfonctionnement au niveau de l'État. Le ministère des Maliens de l'extérieur est chargé d'aller là où les Maliens ont des problèmes pour les aider, pour les secourir, pour les assister. Mais s'il faut qu'il soit le ministre de l'Intérieur, et puis peut-être demain qu'il soit le ministre de la Justice, et puis quel est toujours le ministre de la Défense, et bien après, on n'est plus dans l'État, on n'est plus dans un État. Cela, toutes ces difficultés, tous ces déboires-là, c'est des difficultés que vivent les Maliens légalement installés dans les pays à l'étranger. Est-ce que cela donne encore le goût aux jeunes d'aller tenter l'aventure? Alassane Diko. Très bonne question. Ça me donne l'altitude de revenir. Oui, parce qu'il y a eu une passation de n'est-ce pas? Et voilà. Mais nous nous installons bien. Nous sommes dans un service national. Il faut respecter cette politique, mais aussi en critiquer ce qui ne marche pas. Et bien indiquer ce qui peut marcher. Mais ça ne répond pas à ma question. Oui, la question est que comment décourager? Je veux seulement vous faire retenir 2 points. Le premier, c'est que je ne sais pas depuis quand, mais nous savons des années 80 jusqu'aux années 2000 que la destination au Maghreb est une destination aussi privilégiée par certains migrants maliens. Mais ce n'était pas pour traverser. C'est pour aller en Algérie, travail saisonnier. Souvent même, ils y résident. À un certain moment, la plupart des mécaniciens dans les régions sud-algériennes étaient des Maliens. Les restauratrices, tout ça, les chauffeurs, voilà. Donc les Maliens, jusqu'en l'an 2000, partaient en Algérie, en Mauritanie et en Libye, qui était une destination très privilégiée pour les jeunes Maliens pour aller travailler et souvent même y résider pendant longtemps. Ils viennent se remarier et ils repartent. Pourquoi aujourd'hui ils continuent? Pourquoi? Parce que ces terres-là sont chaudes sous leurs pieds. Pourquoi? Parce que l'Union européenne est arrivée à embourber et à mettre nos frères du Maghreb dans ce jeu de gendarmes. Et donc, puisque là, leur résidence et leur vie quotidienne même dans ces pays devient
très chaud. Et donc voilà, comme l'a dit Amédi, dans l'esprit du migrant, c'est l'objectif du migratoire qui compte. Ce n'est pas plus le risque. Donc, puisque c'est chaud là, en Libye et tout, il faut continuer. Et donc, de plus en plus, ça ouvre un boulevard et les autres qui viennent après, ils ne restent plus, ils viennent seulement pour partir. Il y a toujours une raison de cause à effet dans ces choses-là. Le deuxième point que j'aimerais mettre à votre souvenir, c'est que cette question aussi de la délivrance des documents maliens ou alors de la possession des documents maliens par d'autres étrangers, c'est effectivement l'une des raisons qui a rendu la résidence ou alors le transit des Maliens très, très, très difficile dans les pays du Maghreb. Parce que les autorités algériennes, en son temps, en 2007, ils avaient même fait une injonction au gouvernement malien de revoir les mesures parce qu'ils retrouvent les documents entre les mains des gens d'Afrique centrale. C'est la deuxième fois que nous vous invitons pour venir en parler dans cette émission. Nous espérons que ce ne sera pas la dernière. Nous allons vous réinviter pour venir amplement en parler. Malheureusement, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie tous d'avoir bien voulu nous consacrer quelques minutes de votre temps que nous savons très précieux. Merci à vous, messieurs. Je rappelle que les invités étaient Boulaye Keïta, conseiller technique au ministère des Maliens de l'Extérieur, Amédi Diarra du Haut Conseil des Maliens de France et Alassane Diko de l'Association malienne des expulsés. Merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé. Pétin Diarra était à la mise en onde. Ousmane Diadje Touré et Assa Sidibé ont réalisé cette émission. Salim Douara était à la régie vidéo. L'émission d'aujourd'hui était consacrée donc à la politique nationale de la migration qui était donc en débat cet après-midi donc au Centre international de conférence de Bamako. Merci à vous pour votre disponibilité, chers auditeurs. Ainsi s'achève cette émission. Bonsoir et à demain pour un autre débat. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.